Donc, je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, et c'est très bien parce qu'en fait, ça va reprendre un petit peu ce que je vais dire, va reprendre tout ce qui a été dit tout au long de cette journée. Ça va être une sorte de synthèse évidemment non exhaustive et pas complètement partiale, puisque voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous aider. Je vais essayer de redéfinir les concepts. Il y a des concepts qu'on a vus. Certains de manière assez approfondie, d'autres peut-être qui mériteraient qu'on s'y attarde un peu plus. Et puis je vous proposerai des perspectives un petit peu nouvelles qui commencent à émerger. Donc je vous expliquerai en quoi ça consiste. Donc, on va commencer effectivement par la définition de plusieurs concepts. Et puis, pour chaque concept, en fait, j'ai créé une petite histoire, l'histoire d'un médecin. Alors, si vous n'êtes pas médecin, si vous êtes infirmier, infirmière, aide-soignant, si vous n'êtes rien de tout ça, mais que vous avez déjà pris soin de quelqu'un de votre vie, et je suis sûre que c'est le cas pour à peu près tout le monde ici, vous pouvez donc coller l'histoire à votre propre expérience. Et tout au long de cette histoire, donc, je vais donner l'exemple pour chaque concept que je vais expliquer, donner un exemple d'un médecin qui s'occupe d'une petite fille hospitalisée. Donc, je vais commencer par la définition de la sympathie. Peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde. La sympathie, en fait, c'est une affinité naturelle. C'est un mode d'entrée en relation, un mode d'entrée en contact avec l'autre, spontanément, grâce à une attraction affective ou émotionnelle. On pourrait dire que c'est ce que Thierry Janssen dit, c'est que c'est peut-être la première étape qui fait une rencontre, un attachement. Et donc l'exemple que je prends, donc, c'est une petite patiente qui arrive dans un service hospitalier. Elle est spontanée, elle est reconnaissante envers le personnel soignant, elle est chaleureuse, elle est gentille. Elle attire donc la sympathie de tous. La contagion émotionnelle, on en a parlé aussi, c'est dans le modèle d'Olga Klimecki un des précurseurs de l'empathie avec les mimiques, hein, le fait de voir en l'autre des expressions, etc. Ce sont des précurseurs de l'empathie. Et donc c'est l'émotion qui passe d'une personne à l'autre sans qu'il y ait conscience qu'elle provient d'une autre personne. Hein. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Et d'ailleurs, les personnes qui ont du mal à distinguer clairement leurs émotions de celles d'autrui peuvent aisément être submergées par la contagion émotionnelle et de ce fait n'accèdent pas à l'empathie, qui est l'étape suivante. Et elle est associée donc à un plus grand risque de burn-out et une augmentation de la vulnérabilité à l'épuisement professionnel pour le personnel soignant. Ça, c'est des études que j'ai relevées qui le démontrent. Alors, la contagion émotionnelle, on est toujours dans cette histoire de ce médecin qui s'occupe de cette petite fille. La petite fille, donc, doit subir une lourde opération qui l'effraie terriblement. Le médecin est assis à côté d'elle pour lui parler du déroulement de l'opération. À mesure que sa patiente respire plus vite, hein, parce qu'elle est angoissée, elle n'est pas bien du tout, la propre respiration du soignant s'accélère, il devient plus agité. Mais il ne se rend pas compte que c'est l'anxiété de sa patiente qui crée en lui ce stress. Donc, il est dans une espèce de contagion émotionnelle. Hein. Alors, l'empathie, on en a parlé aussi. Donc, ça vient du latin in, dans, à l'intérieur, et du grec pathos, ce qu'on éprouve. Et donc, il y a plein de définitions. Je me suis un petit peu arraché les cheveux entre les différents livres que j'ai pu parcourir pour faire cette description de ces définitions. Bon, j'en ai choisi une, elle n'est certainement pas exhaustive, mais je vous la propose. Ce serait donc la capacité d'entrer en résonance affective avec les sentiments d'autrui et de prendre conscience cognitivement de sa situation. Et elle exclut, donc c'est la différence avec la contagion émotionnelle, c'est que ça exclut toute confusion entre soi et l'autre. Alors, le problème, c'est que lorsque l'on accumule beaucoup d'empathie, et notamment pour le personnel soignant, c'est le cas, elle peut facilement conduire à l'épuisement et à la détresse. Et puis, n'oublions pas que l'empathie n'est ni bien ni mal en soi. C'est vraiment l'intention qui sous-tend nos actes empathiques qui va être déterminant. Une empathie cognitive dénuée d'altruisme peut conduire à l'instrumentalisation
d'autrui. Un exemple, le médecin réalise qu'il est concerné par le fait que sa petite patiente est anxieuse. Il entre donc en résonance affective avec elle, mais il n'en est pas encore au stade, éventuellement, de l'aider à réduire son anxiété. Il comprend simplement qu'il est anxieux parce que sa petite patiente est anxieuse. La détresse empathique, on en a parlé aussi. Donc c'est quand la résonance affective s'amplifie et paralyse. Et le risque, c'est que ça débouche plus sur un comportement d'évitement que sur une attitude altruiste. On pourrait dire qu'il ne s'agit pas là d'une préoccupation pour l'autre, ni de se mettre à la place de l'autre, mais d'une anxiété personnelle déclenchée par l'autre. Donc l'empathie peut conduire à une motivation altruiste, mais elle peut aussi, quand on se retrouve confronté aux souffrances d'autrui, engendrer un sentiment de détresse et d'évitement qui incite à se replier sur soi-même ou à se détourner des souffrances dont on est témoin. Exemple, cette petite patiente est en pleurs. Le médecin sait qu'il y a des risques de complications suite à cette intervention chirurgicale. Les larmes lui montent aux yeux, il se sent submergé par la peine qu'il ressent. Il souffre de la souffrance de sa patiente. Il fait un travail important, sort de la chambre avant de s'effondrer en larmes dans son bureau. Et on sait que dans ces cas-là, les aires cérébrales de la douleur ou de la détresse sont activées. Donc, effectivement, vous l'avez compris, le problème de la détresse empathique, c'est que ça peut mener au burn-out. On a déjà parlé un petit peu du burn-out ce matin. Donc, encore quelques chiffres pour rappeler. Alors ça, ce sont des chiffres aux États-Unis. 60% du personnel soignant américain est touché par le burn-out, dont un tiers est affecté au point de devoir cesser son activité, en tout cas momentanément. Il est associé à des troubles de l'humeur et à des problèmes de santé. Dans un cas sur deux, il s'accompagne d'une dépression. Il y a un problème d'erreur médicale accrue et également, Antoine l'avait souligné ce matin, de négligence des soins. Et c'est vraiment la perception de la souffrance, plus que la gravité de la maladie des patients ou que le temps passé au travail, qui est la source principale des symptômes dépressifs des soignants. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On va recommander aux soignants de ne pas trop s'impliquer, ni de se rapprocher émotionnellement des patients. Mais le risque, c'est de devenir trop distant. Ce que a si bien parlé Cathy Blanc, et de perdre donc le sens du lien, de l'intimité. Et ça peut poser problème dans la qualité du soin. Il y a une autre stratégie que les patients qu'on peut donner aux soignants, c'est de leur dire allez vous relaxer, vous promener, prendre un bon verre de vin. Oui, mais ça, c'est après l'acte. Vous n'allez pas dire attendez, bougez pas, je vais me faire masser et je reviens. Donc c'est limité, si vous voulez, cette détente, elle est limitée parce qu'elle n'est pas en rapport direct avec le soin au patient. Et du coup, en fait, ce que propose la méditation de la compassion, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui est autour de la compassion, d'utiliser des outils dont on a besoin tout de suite, à savoir cultiver un autre rapport à la souffrance de l'autre dans une qualité de présence aimante. Et du coup, ce qui est intéressant, Cathy Blanc l'avait aussi dit, c'est que cette compassion va vraiment faire un va-et-vient entre le patient et le soignant, qui s'autorise aussi à se dire que c'est difficile pour lui, et qui, pourquoi pas, peut s'autoriser à dire au patient « c'est difficile pour moi ». Ça permet de rester ouvert, ça permet de rester présent en présence de la souffrance. Mais ça demande un entraînement. Ça demande, comme le disaient encore une fois Cathy et Francis, ça demande de s'entraîner. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on ne va pas poser ses limites. On ne va pas poser de limites en disant « Attends, il faut que je garde des distances avec toi ». Et on ne s'identifie pas non plus à la souffrance. Et du coup, on peut garder son cœur ouvert parce qu'on a les ressources, on a cultivé les ressources pour ne pas se laisser submerger. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'autre va ressentir aussi qu'on
on est dans la paix, dans la compassion. Quand le soignant est dans cette attitude-là, le patient peut aussi le ressentir, hein, avec ce lien qui permet le va-et-vient. Et donc, on en arrive à la compassion. Donc, j'aimerais lever peut-être un doute qui, dans vos esprits, en tout cas, moi, ça avait été le cas, c'est que compassion, effectivement, en latin, ça veut dire souffrir, action de souffrir avec. Et apparemment, je viens d'apprendre qu'en anglais aussi, donc c'est pas forcément la racine latine, mais si on voulait vraiment rester respectueux de notre langue et de nos origines latines, on devrait plutôt parler d'empathie en action. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est qu'il y a eu un consensus finalement qui a été établi pour dire que la compassion, c'est ce que, en fait, nous, en français, on appelle l'empathie. D'accord ? À savoir un état d'esprit qui procède directement de l'amour altruiste ou de l'amour bienveillant, qu'on va voir plus tard, et qui se manifeste lorsque cet amour est confronté à la souffrance. On l'a vu et on l'a revu, mais ça vous fait une piqûre de rappel par rapport à la définition de la compassion. Et du coup, hein, il y a cette phrase que je trouve vraiment chouette qui montre la motivation dont Francis aussi a parlé, le fait que la contemplation altruiste de la souffrance de l'autre décuple notre vaillance, notre disponibilité et notre détermination à remédier à ces tourments. Voilà comme ça comment on pourrait parler de la compassion. Donc c'est vraiment la prise de conscience profonde de la souffrance de l'autre, couplée avec le désir de la soulager et de faire quelque chose pour son bien. Donc, la compassion implique un sentiment chaleureux et sincère de sollicitude, Cathy Blanc en parlait, mais n'exige pas que l'on ressente la souffrance de l'autre, comme c'est le cas pour l'empathie. Alors apparemment, c'est pas clair pour tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça donc, dans les travaux de Tania Singer. Hein. Et puis Olga Klimecki, elle dit qu'il y a 3 dimensions de la compassion. En tout cas, il n'y a certainement pas qu'une dimension affective, mais il y en a une. Je ressens un sentiment, par exemple un sentiment chaleureux et sincère de sollicitude, pas forcément la souffrance, hein, et ce sentiment de chaleur à votre égard. Dans la dimension cognitive, je vous comprends. Et évidemment, dans la dimension motivationnelle, je veux vous aider. Voilà. Ah voilà, oui. Donc l'exemple d'une attitude compassionnée, comme on l'entend, comme on l'a entendu tout au long de ce colloque. Donc là, le médecin n'est pas anxieux. Il a beaucoup fait de méditation. Donc il ressent plutôt une sensation chaleureuse de sollicitude et la motivation de faire quelque chose pour atténuer le tourment de sa petite patiente. Il pense « moi ça va ». Mais ma petite patiente est bouleversée. Que faire pour qu'elle ne soit pas affectée à ce point ? Je peux essayer de lui prendre la main en faisant attention effectivement de ne pas être ingérant dans ce geste, en vérifiant de manière intuitive ou connectée si ça peut être une agression ou pas. Je vais lui prendre la main et tenter de la calmer et de la rassurer. Et du coup, ça permet aussi à la petite éventuellement de ressentir ce calme et cette douce chaleur aimante et du coup de s'apaiser. Alors, on a parlé aussi d'autocompassion. Je suis complètement embrouillée, moi, dans voilà, parce que j'avais vraiment noté plein d'autres choses sur l'autocompassion qui me paraissaient vraiment importantes de vous dire en plus de cette diapositive. Donc, la bienveillance envers soi, le self compassionné dont a parlé Francis, c'est une dimension fondamentale pour prendre soin des autres, prendre soin de soi, pour mieux prendre soin des autres. Et j'ai repris les 3 attitudes fondamentales décrites par Christine Neff, qui a beaucoup travaillé, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur l'autocompassion, et qui dit que pour être vraiment fondamentalement autocompatissant, il faut se considérer avec bienveillance. Il faut reconnaître, c'est intéressant, et c'est de reconnaître son humanité, et également de pratiquer la pleine conscience. Donc, se considérer avec bonté, avec bienveillance, hein, plutôt que de se flageller ou de s'autocritiquer ou d'avoir honte si on n'a pas réussi quelque chose, c'est vraiment important.
Reconnaître ce que Christine Neff appelle notre humanité commune. Reconnaître que nous ne sommes pas parfaits à l'aune de l'expérience humaine et que ça arrive à tout le monde d'être vulnérable. Donc ça permet aussi de sortir du sentiment d'isolement qu'on peut avoir parfois quand on se sent petit, vulnérable, faible, honteux, déficient. Parce que souvent on oublie que tous les êtres humains partagent ces expériences qu'on est en train de partager. Et au lieu de se dire « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Peut-être de se rappeler que tous, à un moment donné, on a été défaillants. C'est commun à nous et c'est ce qui fait aussi notre vulnérabilité, notre richesse d'être humain. Et puis la pleine conscience, ça permet aussi de contacter notre souffrance, de la reconnaître de manière équilibrée, c'est-à-dire sans l'amplifier, sans l'exagérer, mais sans la nier non plus. Et du coup, ça permet de cultiver ce sentiment de présence aimante. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites sur l'autocompassion, plutôt que la critique. Donc, elle permet de persister beaucoup plus facilement dans une tâche. Elle encourage à faire de l'exercice physique, à manger sainement, à moins boire et à fumer, bien sûr. Elle permet de mieux gérer les douleurs et de mieux prendre soin des autres. Si les gens qui sont compatissants envers eux-mêmes ont tendance à être plus compatissants envers les autres. Voilà. Et puis ça aide à rester avec nos émotions sans y résister, sans les éviter ou les fuir. Alors il y a aussi une métaphore du masque à oxygène dans les avions. Vous avez peut-être remarqué qu'on demande toujours aux parents, aux adultes, de mettre le masque à oxygène d'abord sur eux pour ensuite pouvoir prendre soin de leur enfant. C'est une très bonne métaphore pour dire que c'est important de prendre soin de soi si on veut bien prendre soin des autres. Alors un exemple pour illustrer l'autocompassion. Le médecin vient de finir son intervention, tout s'est bien passé, mais il se sent fatigué, il a beaucoup donné ces derniers temps, il n'a pas pris de repos. Mais il a suivi un groupe MBSR et il a les outils pour prendre soin de lui. Donc en reprenant, si vous voulez, ce que Christine Neff évoquait, eh bien, au lieu de se critiquer parce qu'il est fatigué, il se traite avec bienveillance, il reconnaît qu'il a besoin de repos. Il fait la démarche de demander un congé de plusieurs jours, et là, humanité commune. Il pense à tous ses collègues qui, comme lui, sont également fatigués, qui sont dans la même situation. Il y pense avec beaucoup d'empathie. Et enfin, il se pose quelques instants pour se reconnecter à lui-même, à ses émotions, à ses pensées et à ses sensations corporelles. Il pratique la pleine conscience. Alors, donc on l'a vu ce matin, je le répète, seule l'empathie se fatigue, pas la compassion. La compassion, elle est associée à des émotions positives, elle n'engendre ni fatigue ni usure, mais aide au contraire à les surmonter et à les réparer si elles surviennent. Contrairement à l'empathie qui, elle, est connectée à plus d'affects négatifs, on voit bien que le réseau de l'empathie, donc Antoine Lutz n'est pas là, donc j'en profite parce que là c'est Olga Klimecki qui fait ses expériences, c'est parfois divergent. Moi je ne sais pas qui a raison, qui a tort. En tout cas, voilà, les travaux d'Olga Klimecki ont tendance à montrer qu'effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes zones qui sont affectées si on cultive l'empathie ou si on cultive la compassion. Tania Singer avait fait ça, des travaux avec Mathieu Ricard. Elle s'en était bien rendu compte. Et on en arrive aux 4 insurmontables. Oh, ça va. J'aimerais bien vous y voir. C'est mal. Donc, les 4 incommensurables, ou 4 immeasurables en anglais, ou 4 illimités, parce que ce sont des qualités que l'on peut cultiver sans limite. Eh bien, j'avais envie de vous parler de ces perspectives innovantes qui ont été déjà évoquées dans le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, par exemple, il en parle. Il y a The 4 Immeasurables de Alan Wallace également, qui explique comment on peut, dans la thérapie, utiliser non seulement l'amour bienveillant et la compassion, qui est une de ces 4 qualités, mais également développer les 2 autres qualités
qui sont essentielles d'après la psychologie bouddhiste, qui sont la joie altruiste ou empathique et l'équanimité, dont on a parlé aussi. L'équanimité, on pourrait aussi parler d'impartialité, parce qu'en général, on ne connaît pas trop le terme d'équanimité. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant. On vit une époque formidable où la science occidentale est en train de rencontrer les sciences contemplatives, notamment bouddhistes, hein, mais ils n'ont pas, enfin, je veux dire, ils n'ont pas le monopole. Mais c'est vrai que grâce à Matthieu Ricard notamment et au Dalai Lama qui se prêtent à des expériences, on peut de plus en plus faire des ponts. Il y a plein de différences qui sont peut-être jamais comblées, mais en tout cas, il y a des ponts qui peuvent être faits. Et du coup, c'est ce qui est en train de se faire, avec notamment le Mind and Life Institute, hein, les rencontres qui se font, je ne sais pas où elles se font, ces rencontres. Ah oui, Dharamsala, merci, au fief du Dalai Lama, et qui permettent vraiment d'explorer tout ce qu'on peut faire. Donc, d'ailleurs, lors d'une de ces rencontres, un moine avait dit à Clifford Sharon, je ne sais pas qui c'est, hein, mais il lui avait dit « La tristesse peut devenir un catalyseur pour faire arriver la compassion. Mais quand la compassion arrive, il n'y a plus de tristesse. Il y a un besoin d'amitié, de bienveillance envers cette personne. » Et donc, ils insistent vraiment sur le fait que se trouver... être en face de la souffrance de l'autre et vouloir y remédier n'a rien à voir avec de l'aversion. Au contraire, hein, c'est quelque chose qui est du domaine de l'approche. On embrasse la souffrance de l'autre, on apprend à l'approcher sans la rejeter, et ainsi on peut générer la compassion. Mais donc revenons à nos 4 incommensurables, donc qui sont des qualités qu'on appelle les Brahma Vihara, qui sont des qualités d'être inhérentes et sans limite, qui sont fondamentales pour notre compréhension de la santé, du bien-être et du bonheur, d'après la psychologie bouddhiste. Donc Brahma, c'est divin, et Vihara, c'est la demeure. Et donc, elles sont nommées demeures parce qu'elles peuvent devenir une place constante où demeurer, où nous nous sentons à la maison. Donc, ce serait vraiment des qualités que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, mais qu'il faut apprendre à reconnecter, à recontacter, parce qu'on ne nous a pas appris ça. Donc, je vais revenir brièvement sur ces quatre Brahma Vihara. Le premier étant l'amour bienveillant ou altruiste, qui est le désir que tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur. Et du coup, c'est un bonheur qu'on pourrait dire en termes psychologiques ou philosophiques eudémonique, qui est basé sur le sens et pas seulement sur les plaisirs comme le bonheur hédonique. Donc, un bonheur fondé sur un ensemble de qualités qui inclut l'altruisme, la liberté intérieure, la force d'âme, ainsi qu'une vision juste de la réalité. Je me permets de rappeler que donc, maîtrise, c'est le mot sanskrit pour amour bienveillant. Il a la même racine que le mot amitié. Et on dit aussi parfois bonté aimante pour distinguer l'amour bienveillant de l'amour sentimental, l'amour romantique, qui est plus un attachement que de l'amour véritable. Alors, un petit exemple, notre médecin, donc, il a à cœur que sa petite patiente soit en bonne santé. Il lui souhaite d'être heureuse dans la vie, de vivre en paix, de vivre en sécurité. On pourrait illustrer cet amour bienveillant ainsi. La compassion, donc je pense qu'à la fin de ce colloque, vous saurez ce que c'est. Donc la compassion, c'est l'amour bienveillant confronté à la souffrance. Et il y a cette notion de motivation de venir en aide. Et donc un autre exemple de compassion, la fillette est très anxieuse, le médecin souhaite de tout son cœur qu'elle se détende et qu'elle ne stresse plus. Il prend son temps pour lui expliquer l'opération et il en parle aux infirmières pour qu'elles viennent également lui tenir compagnie et la rassurer. Il met en acte d'une manière désintéressée et bienveillante le fait que sa petite patiente aille mieux. Et nous arrivons donc au troisième incommensurable qui est la joie altruiste. Donc la joie altruiste, c'est la joie de se connecter à la bonne fortune d'autrui. Aimer, c'est se réjouir du bonheur d'un autre.
c'est faire de la félicité d'un autre notre propre félicité. Elle est considérée comme la plus difficile à cultiver. Il est plus facile de compatir au malheur d'autrui que de se réjouir de leur bonheur. En tout cas, voilà, je vois des sourires, c'est vrai que c'est pas évident. La jalousie, l'envie viennent interférer, ce sont ce qu'on appelle les ennemis de la joie altruiste. Et ce qui est vraiment intéressant sur un plan d'accompagnement thérapeutique, c'est de comprendre, et ça aussi vous l'avez dit tellement justement, on n'est pas obligé de s'enfermer dans une ambiance sombre et triste, entourée de douleur quand on est face à un patient. En fait, on peut d'autant plus soulager cette souffrance qu'on n'est pas englouti dedans et que si une étincelle de joie peut jaillir, on peut la saisir. Et c'est pas manquer de respect à un patient que de rire avec lui. Et ça, je l'ai lu dans Mindfulness and the Therapeutic Relationship. Voilà. Et du coup, il cite l'auteur, il dit qu'un psychiatre avait empêché un patient de se suicider en lui racontant une blague au téléphone. Donc voilà, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que l'humour est toujours à bon escient. Ça doit évidemment être manié avec beaucoup de finesse, parce que quelqu'un qui est au fond du gouffre n'a pas forcément envie de rigoler, mais c'est vraiment saisir éventuellement cette joie et ne pas oublier, ne pas passer à côté de ces moments-là. Ça peut vraiment permettre de ne pas céder au découragement et à la vision sombre. Et d'après les travaux de Salzberg, ça ouvre vraiment à la générosité. Donc ne nous en privons pas. Ne nous en privons pas. Diapo suivante, un petit exemple. La petite patiente a reçu la visite de ses parents. Elle en parle au médecin avec un grand sourire aux lèvres. Le médecin rebondit sur le sujet et demande à la fillette « Comment tu t'es sentie? Ça t'a fait plaisir? Raconte !» Et il est vraiment content pour sa patiente. Et sa patiente va lui raconter comment c'était bien de voir ses parents, etc. Et donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant où des études montrent aussi que aider autrui, on l'a dit ce matin et cet après-midi, mais vraiment, c'est flagrant, apporte profondeur, accomplissement et but dans nos vies, sachant que ce sont des déterminants fondamentaux du bonheur. Donc, ne nous en privons pas. J'avais envie de te dire aussi quelque chose. Il faut que je me relise, parce que. Oui, bon voilà, nous sommes câblés. Tu l'as très bien dit, Francis, on est câblés pour être en collaboration et en coopération. Voilà. Ensuite, on va passer à la dernière, qui est l'équanimité, la dernière dimension des 4 incommensurables, ou l'impartialité, qui est un petit peu une sorte de liant de tous les autres aspects, des 3 autres vertus. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre qu'on ne réserve pas notre joie altruiste, notre amour bienveillant et notre compassion seulement aux êtres qu'on aime bien, mais à tous les êtres, pas seulement aux patients pour qui j'ai de l'affection, mais à tous mes patients. Exemple, la petite patiente est guérie, elle va bientôt sortir de l'hôpital, elle court dans les couloirs. Dans la chambre voisine, une autre personne que le médecin ne connaît pas range ses affaires, prête à rentrer chez elle. Et puis plus loin, il y avait cet autre patient qui était très en colère, toujours en train de râler. Il va bientôt apprendre que ses résultats d'examen sont bons et qu'il est sorti d'affaires. Et le médecin, dans ses soucis d'équanimité, va les accueillir tous dans son cœur avec amour, compassion et joie. Et donc l'invitation, c'est d'être comme ce médecin qui se préoccupe de la guérison de tous ses patients, quel que soit leur comportement. Donc je crois que vous avez compris que ces 4 vertus étaient complètement intriquées, qu'il ne s'agissait pas de faire soit l'un soit l'autre, mais c'était vraiment une invitation à cultiver ces 4 dimensions pour intégrer une qualité de présence toujours meilleure. Donc déployer, intégrer et approfondir ces quatre aspects.
Et je vais vous proposer maintenant une méditation sur les 4 incommensurables, si vous êtes OK. Donc je vous propose de prendre une posture à la fois digne et bienveillante envers vous-même, à la fois détendue mais en même temps droite, en posant l'intention d'être pleinement attentif. On va d'abord reprendre contact avec nous-mêmes, avec notre corps, les sensations à l'intérieur, peut-être conscience du cœur qui bat, de la respiration, en étant en lien avec cette respiration, en amitié avec elle, telle qu'elle est, sans la changer. Conscience de la position assise, les 2 pieds sur le sol. Conscient des émotions qui nous traversent, quelles qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Et puis éventuellement des pensées qui pourraient s'inviter tout au long de cette méditation. Si c'était le cas, vous pouvez, quand vous vous rendez compte que vous êtes parti, que votre esprit est parti vagabonder, revenir tranquillement à cette méditation. Et je vous propose maintenant d'évoquer un être dont vous prenez soin ou dont vous avez pris soin. Ça peut être un patient, ça peut être un parent, un enfant, une personne âgée, même un animal de compagnie, pourquoi pas. Et de vous ressentir, d'être en contact avec votre ressenti par rapport à cette personne. Il s'agit de quelqu'un qui vous est cher, un patient que vous appréciez particulièrement. Et je vous propose d'émettre envers cette personne des souhaits. Toi qui m'es cher, vous pour qui j'ai de l'affection en tant que patient, je te souhaite vraiment d'être heureux, d'être bien, d'être en bonne santé, de vivre en paix, de vivre en sécurité et de vous laisser imprégner si quelque chose arrive à l'intérieur, peut-être une douce chaleur, peut-être une détente, peut-être rien. Simplement, je vous propose de rester en contact avec ça. Tout comme moi, tu souhaites connaître le bonheur. Et puis vous pouvez vous mettre en contact avec cette même personne ou cet animal et l'imaginer dans une situation de souffrance. Et émettre le souhait que ces souffrances cessent. Et émettre l'intention d'y remédier du mieux que vous pouvez. Et vous connecter à toute sensation qui pourrait naître à l'intérieur de vous, quelle qu'elle soit, et sans jugement. Parce que tout comme vous, cette personne souhaite ne pas souffrir. Et puis imaginez, ou peut-être rappelez-vous d'un moment où cet être, cette personne a vécu un moment de joie lors de l'accompagnement que vous avez fait. Essayez de vous connecter à la joie de l'autre. Essayez de voir comment ça vous fait de vous réjouir de la joie de l'autre. Si un sourire se dessine, surtout, laissez-le faire. Et restez connecté à vos sensations. Et cet exercice, on peut le faire de la même manière avec un patient qu'on a croisé dans les couloirs, quelqu'un qu'on ne connaît pas,
Ou, si vous n'êtes pas soignant, votre facteur, votre boulangère, un voisin de bureau ou de palier. Je ne vous connais pas, je n'ai ni aversion ni affection envers vous, mais je vous souhaite du plus profond de mon cœur d'être en paix, en sécurité, d'être heureux. Puissiez-vous avoir le moins de souffrance possible. Puissiez-vous connaître de belles joies. Car tout comme moi, vous souhaitez tout cela. En restant connecté à ce qui peut venir éventuellement, s'imprimer dans votre corps, dans vos émotions, dans vos pensées. Et puis, je vous propose pour finir de laisser au premier plan de votre conscience apparaître un patient que vous n'aimez pas du tout, qui n'est pas sympathique, qui râle tout le temps, qui résonne chez vous et qui provoque des émotions d'agacement, voire de colère, ou quelqu'un que vous n'appréciez pas. Et voyez s'il est possible pour vous d'émettre également envers cette personne des souhaits. Tu m'as fait du mal ou tu m'as agacé. Mais je sais que tout comme moi, tu es avant tout un être qui souhaite être heureux et éviter la souffrance. Alors, du plus profond de mon cœur, je te souhaite d'être heureux, de vivre en paix, en sécurité. Puisses-tu éviter les souffrances. Puisses-tu connaître de grandes joies, de petites joies, de grands et de petits bonheurs, et avancer dans la vie. Voyez comment ça connecte. S'il y a des résistances, accueillez ces résistances. C'est simplement un baromètre. Et c'est normal d'avoir quelques barrières pour les gens qu'on n'aime pas. Juste le reconnaître. Et puis je vous propose d'étendre cette compassion, cet amour bienveillant, ce sentiment de joie et d'équanimité à tous les êtres qui habitent sur cette terre, humains, animaux, tous les êtres sensibles. Et de leur souhaiter à tous d'être en paix, d'être heureux, de ne pas souffrir, ou avec un petit détour de quelques instants pour tous les êtres qui ici et maintenant souffrent sur cette terre, d'émettre un sentiment immense de compassion. Puissent un jour vos souffrances finir, et puissiez-vous retrouver la joie, la sécurité et la paix. Merci beaucoup, Nathalie. Ton exposé me fait réfléchir sur l'indispensable nécessité de clarifier un petit peu les différents aspects, en fait, parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de mélange quand dans la formation et dans la méditation, par exemple, sur l'amour bienveillant qui vient à la journée d'approfondissement. J'ai l'impression, suite à ton exposé, que c'est pas clair, en fait. On appelle amour bienveillant, alors que à l'intérieur de cela, il y a les différents aspects que tu as exposés et qui ne sont pas de l'amour bienveillant, si j'ai bien compris. Alors, en fait, les Brahma-Viharas, c'est l'expression de la compassion. Mais en même temps, dans l'expression de la compassion, il y a amour bienveillant, compassion, qui est à la fois l'objet et le... Donc ça, j'ai pas très bien compris non plus. Mais en tout cas, effectivement, si on veut être rigoureux, l'amour bienveillant, c'est vouloir le bonheur d'autrui
C'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Je ne suis pas spécialiste du bouddhiste, hein, je pense que Cathy pourrait. Mais oui, je pense qu'il y a des choses à clarifier. Et surtout, je pense qu'il serait intéressant, ce que fait d'ailleurs la psychologie positive, hein, quand on parle de joie altruiste ou de gratitude, hein, dont tu parlais, Marie-Clarence, ça, ce sont des qualités que l'on développe, notamment dans la psychologie positive. Donc, on pourrait dire qu'il y a... Voilà, c'est encore, tout ça est encore peut-être à recadrer, mais en tout cas, il y a plein de travaux qui œuvrent dans ce sens, et c'est très chouette. Du point de vue du bouddhisme, ce qu'on traduit souvent par compassion, c'est un mot qui est bodhicitta et qui est à la fois l'association du cœur et de la raison. C'est-à-dire c'est le cœur de l'esprit d'éveil dans le bouddhisme, et ça montre que cœur et raison sont vraiment liés. Et ça se développe dans ce que je vous ai dit, c'est-à-dire par le raisonnement, voir si c'est vrai dans notre expérience. C'est vraiment important dans le bouddhisme, d'amener les choses à une compréhension et une adhésion intellectuelle. Et après, ça se décline dans les 4 qu'a proposé Nathalie, c'est-à-dire compassion, qui est le souhait de soulager la souffrance, l'amour qui est le souhait d'amener le bonheur et les causes, la joie qui est le fait de se réjouir, et l'équanimité, on commence par celle-là normalement d'ailleurs, l'équanimité en premier, c'est-à-dire de vraiment développer cette impartialité. Et puis, tout cet entraînement à la compassion se développe avec l'entraînement à des qualités. On parle de la générosité transcendante, hein, de plein de qualités comme ça, de l'endurance, avec les 6 paramita. Donc ça montre que c'est à la fois une compréhension et une vision très large qui après demande de cultiver des qualités. Donc souvent ce qu'on traduit par compassion en Occident, c'est ce mot bodhicitta où il y a les 2 dedans, c'est-à-dire c'est vraiment l'esprit et le cœur. Et après, on va cultiver plus la compassion, comment être avec la souffrance, plus le bonheur, comment révéler l'autre et l'aider au bonheur, l'aspect joie et équanimité, mais qu'on développe peu en Occident. Ça vous paraît clair, par contre ?